peur que tu ne finisses en enfer. De peur que tu ne finisses en enfer. Ça je l'avoue, je t'ai dit. De peur que tu ne pars en enfer. De peur que tu ne finisses en enfer. De peur que tu ne pars en enfer. Arrête de prendre n'importe quoi, il est temps de parler des repentir. Petit Tengala, écoute-moi, sois sage. Évite de suivre l'ordre pour ne pas aller en ordre, ça c'est vrai. Je dirais bien à bientôt, réponds-toi. Réponds-toi, je te jure. Je dirais bien très bientôt, réponds-toi. Réponds-toi, je te jure. Aïe. Réponds-toi, réponds-toi. Repentance. Repentance. Bonjour, bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de votre confiance et fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Nous sommes Bakino Balobi TV sur YouTube, à Kinshasa TNT, BlueSat, c'est Wemsat Télévision. Merci surtout à ceux qui nous écrivent de partout dans le coin et recoin du monde, dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup et c'est votre émission Les Congos d'abord. Les Congos d'abord, c'est une émission qui reçoit tout celui qui se sent congolais et qui a quelque chose à partager avec les autres, qui peut analyser sur les actualités de l'heure, que ce soit politique, musical, économique, mais au moins qu'on reste congolais, dit fin fond. Merci beaucoup à mon directeur général Paul Tossoua pour cet espace. Merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne, Pluvière Lutumba, Omega Bazola, Trésor Massiala et RK. Je suis Ezekiel Moudi Congo Talula et je reçois pour vous aujourd'hui Maître Dani Tiamala, mais ici je le reçois comme analyste politique indépendant soutenant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec lui, nous allons parler de la République démocratique du Congo et sa constitution. Où est les problèmes? Voilà la grande thématique qui va faire l'objet de notre débat ou analyse de cet après-midi. Maître Dani, bonjour. Bonjour mon frère Ezekiel. Je profite de votre micro pour saluer aussi tous nos téléspectateurs qui vont nous suivre ce soir ou cet après-midi et aussi vous remercier aussi de la confiance que vous avez placée à ma personne pour m'avoir invité à votre émission, afin que je communique à la population congolaise ce qu'ils attendent par rapport à la constitution de la République démocratique du Congo et ce qu'il y a comme débat sur la place publique concernant la révision ou le changement de la constitution. Donc, je suis là à votre disposition pour répondre à toutes les questions éventuelles pour que les Congolais soient éclairés. Ça fait déjà un bon temps, je ne vous ai plus réussi, que ce soit sur les plateaux Bakino Balobi ou encore, c'était un petit congé, vacances. Bon, non, en fait, je suis là, mais seulement que j'avais un peu quelques préoccupations. Et aussi, vous savez qu'il y a aussi dans d'autres coins de la République démocratique du Congo où il n'y a pas eu d'élection. Donc, il faut travailler aussi là-dessus. Là, je vois déjà autant de candidats qui se sont arrangés en ordre de bataille pour l'ex-province de Bandundu, partout, par-ci, par-là et tout ça. Donc, des fois, on travaille avec certaines personnes dans ces coins-là. C'est ce qui nous a pris aussi beaucoup de temps. Vous savez que la CENI a déjà publié le calendrier pour les élections de députés nationaux ainsi que provinciaux dans le coin du Bandundu. Je crois que d'ici là, le 10 décembre, si je ne me trompe pas, il y aura élection de ce côté-là pour que au mois de janvier, qu'il y ait aussi des élections de sénateurs pour que l'Assemblée nationale et le Sénat soient au grand complet. Très bien, Maître Dani. Allez, 6 ans, le président de la République démocratique du Congo est président de cette nation. 6 ans, on sent que les mêmes problèmes continuent d'exister. 6 ans, c'est comme si les choses ne changent pas. Maître Dani, qu'est-ce qui se passe au juste après les 6 ans que le président Félix a à la tête de la nation congolaise? Bon, en fait, il y a une chose que nous devons comprendre. Vous posez la question de savoir 6 ans du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux affaires. Qu'est-ce que les Congolais ont bénéficié et qu'est-ce qu'ils attendent du président de la République? Très bien compris. C'est ça, au fait, votre question. Ce que je peux dire ici, c'est que il y a une chose d'abord que les Congolais voulaient s'assurer. Ok. Le Congolais voulait s'assurer d'abord de l'applicabilité de la Constitution votée en 2006. C'est quoi cette Constitution? C'est une Constitution qui était venue pour mettre d'abord fin aux crises de légitimité.
C'est-à-dire que les Congolais voulaient que les dirigeants qui vont gérer leur destin ou leur quotidien soient des dirigeants choisis par eux-mêmes. Très bien. Et c'est ce que la Constitution avait proscrit. C'est ainsi que le président Joseph Kabila, qui était en place, qui avait fait passer ce projet de constitution au référendum et qui a été adopté par la population, il y avait une méfiance. Il y avait une méfiance dans le sens que est-ce qu'il respectera cette constitution? Vous comprenez? Si Kabila respectera cette constitution. Okay. Ce qui est arrivé qu'en 2018, vous avez vu que Kabila avait aligné plutôt un dauphin et l'opposition aussi avait aligné ses candidats. Ce qui a donné aussi la victoire à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était aussi membre de l'opposition. Et il y a eu passation. Mais une opposition séparée. Voilà, une opposition séparée. Lui, il est parti avec Kamere, les autres sont restés à la mouvance. C'est ça la beauté de la démocratie. Donc, dans la démocratie, on ne peut pas parler le même langage. On peut avoir des idées divergentes plutôt, mais du moins, nous avons un seul objectif. L'objectif, c'était d'abord que la Constitution soit respectée et qu'il y ait une passation pacifique et civilisée du pouvoir. C'est qu'il y a eu lieu et les gens ont vu effectivement que la Constitution a été respectée, quand bien même que ce respect-là est venu avec 2 ans de retard qui ont été justifiés par des contraintes budgétaires. Vous comprenez? Donc, il y avait des problèmes de moyens et tout ça. C'est normal parce que la politique est toujours comme ça. Alors, au moment où il y a eu cette passation pacifique de pouvoir et tout ça, la population congolaise s'est rendue effectivement compte que nous sommes sur la bonne voie. Et maintenant, il y a un président qui était dans l'opposition, qui est venu aux affaires et qui doit maintenant traiter les questions qui n'ont pas été abordées de la manière que la population s'attendait lors du régime passé. C'est ainsi que le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir. À son arrivée, vous avez trouvé que les élections nous avaient donné la majorité au FCC et la présidence était pour le président qui avait gagné les élections. Mais il n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée. Il fallait maintenant coaliser avec le pouvoir sortant pour que la gestion du pays soit collégiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y ait cogestion des affaires de l'État. Comme tout homme, toute œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est comme ça qu'il y a eu des problèmes que nous avons connus tous ici. Vous avez suivi, il y a eu Janine Mabunda qui reprochait ou qui donnait des leçons au président de la République en pleine plénière. Et il y a eu Tambwe Mwamba qui parlait aussi de sa façon. Il y a eu des gens de l'opposition qui se sont levés pour dire que le président de la République n'est qu'une étiquette. On parlait même de pantin. Il y a eu beaucoup de choses et tout ça, finalement, le président Tshisekedi s'est lancé dans une guerre politique. Et dans cette guerre politique, j'ai dit qu'il est sorti vainqueur du fait qu'il y a eu renversement de majorité. C'est-à-dire en plein mandat, ceux qui étaient en opposition deviennent au pouvoir, il ramasse tous ceux qui étaient avec Kabila. Quelqu'un qui n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, il a réussi à renverser la tendance, il est devenu majoritaire au sein de l'Assemblée. Ce qui a été une guerre normale et une guerre dans laquelle il a remporté la victoire. Ce que je peux dire, c'est seulement d'abord que... C'était parce qu'il avait de belles idées, de bonnes idées, c'est là on compris, ils sont venus, ou il a acheté... C'est tout simplement parce que les Congolais qui étaient élus comme représentants du peuple avaient constaté que la vision qu'avait présentée le président de la République, c'était une bonne vision, alors c'était le chemin qu'il fallait suivre. Aujourd'hui, il y a ceux qui lui donnent raison, et il y a aussi ceux qui disent que ça n'a pas marché. Mais pour moi, je vous dis que le président de la République a remporté cette guerre politique aujourd'hui. En renversant les parlements. En renversant la tendance au niveau de l'Assemblée nationale. Ça se passe aussi partout, même aux États-Unis, partout ailleurs. Vous pouvez voir aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, vous allez dire que le Sénat est majoritaire. Donc, les républicains sont majoritaires au Sénat, mais quelques temps après, vous pouvez constater que les choses changent, les tendances changent, et les démocrates deviennent majoritaires par rapport à certains points de vue à émettre, même à certaines élections, ou des décisions à prendre au sein
du Sénat américain. Okay. Donc c'est quelque chose, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est ce qui se passe dans la vie politique. La politique, elle est dynamique, elle n'est pas statique. C'est ça un peu. Donc, lorsque le président de la République a remporté cette guerre, il y a eu ce qu'on a appelé l'union sacrée. L'union sacrée. Et voilà que cette union sacrée a permis aussi à ce que ce président de la République qui venait de l'opposition puisse briquer facilement avec une majorité écrasante le second mandat parce qu'il avait maintenant le soutien de toutes les tendances confondues en dehors de ce qui le second mandat, mais le premier qui a eu beaucoup de difficultés où les Congolais ne se sont pas retrouvés, Maître Dani. En fait, il y a un problème que nous devons comprendre. En fait, c'est quoi le problème de se retrouver? C'est quoi le problème de se retrouver? D'abord, il y a une chose. Nous devons savoir que nous étions à quel niveau et nous partons où. Donc, on parle du développement, on parle de quoi? On parle de l'économie, on parle, mais nous devons d'abord savoir, si nous disons que le premier mandat du président de la République n'a pas reçu, quels sont les objectifs qui ont été assignés au président de la République pour le second mandat qui n'ont pas été atteints? Vous comprenez? Mais s'il n'y avait pas d'objectif, s'il n'y avait pas des assignations pour le premier mandat, comment vous pouvez dire que quelqu'un a échoué alors que vous ne lui avez pas dit que nous devons quitter le point A pour arriver au point C et que lui s'est limité au point B? Vous comprenez? Mais quand il est venu au pouvoir, il avait une vision, il y avait un projet du gouvernement, mais cela ne s'est pas réalisé. La vision dans tout ça, lorsque le président de la République battait campagne, la vision du président de la République c'est soldé dans un slogan. Le slogan, c'était le peuple d'abord. Alors, ce peuple d'abord là ne s'est pas retrouvé. Ce slogan-là, c'était le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est quoi au fait? Toutes les actions que le gouvernement doit mener, toute la politique que le président de la République doit mener, doit être pour l'intérêt de la population. Très bien. Voilà le peuple d'abord. Et lorsque vous regardez les actions initiées par le président de la République, je peux prendre une seule d'abord. Est-ce cette action-là, c'était pour l'intérêt de la population ou c'était pour l'intérêt des individus? Je prends une seule action, par exemple la gratuité de l'enseignement. Et cette gratuité de l'enseignement a profité aux enfants du président de la République, aux enfants de ministres ou à la population? Je peux répondre tout court pour dire que c'est une action qui a beaucoup bénéficié au sein de la population. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents qui n'étaient pas à mesure d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. Le président de la République a saisi les taureaux par le corne, connaissant la situation économique de la République démocratique du Congo. Il s'est dit que nous risquons d'avoir autant de millions d'enfants qui ne savent ni lire ni écrire, alors autant faire l'application des dispositions de la Constitution, décréter la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une gratuité que tout le monde sait. Bon, pas tout le monde, la majorité des Congolais, c'est l'amende sur base de cette qui est venue détruire peut-être l'éducation. Sur base de ça, nous avons aujourd'hui autant de millions d'enfants qui savent lire et écrire et qui savent même écrire leur nom. On peut décrier pour dire que voilà, cette gratuité n'a pas donné de bons résultats et tout ça, l'enseignement a été détruit plutôt. Voilà, il y a ceci, il y a cela, il fallait commencer. Non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? On peut tout dire, mais seulement ce que nous devons savoir. Par rapport à l'enseignement en République démocratique du Congo, on n'a pas décrié le niveau de l'enseignement à partir de la gratuité de l'enseignement. On a décrié avant même que la gratuité de l'enseignement puisse venir. Vous comprenez? Mais la gratuité, c'est comme si elle a empiré des choses. La gratuité n'a pas empiré, mais la gratuité a favorisé à ce qu'une catégorie d'enfants qui étaient défavorisés et marginalisés puissent aussi prendre aussi le temps d'aller à l'école. Donc c'est une catégorie des enfants, pas tous les enfants de la République. Non, parce que les enfants de ministres, sénateurs, ils n'étudient pas dans les écoles de la gratuité. La plupart de ceux qui sont ministres aujourd'hui, les enfants sont en Europe. Les enfants sont en Europe et partout ailleurs. C'est pour dire qu'ils subissent une bonne éducation là-bas. Non, ce n'est pas dire que ceux qui étudient en Europe subissent une bonne éducation par rapport à ceux qui sont ici. Moi, je ne peux pas tenir de tels propos dégradants, des propos qui cherchent à dénigrer l'enseignement en République démocratique du Congo. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que journaliste. Vous posez d'une manière intelligente des questions. Vous présentez une émission que j'ai toujours appréciée. Raison pour laquelle j'ai accepté même de venir répondre à votre invitation. Mais vous n'avez pas étudié en Europe.
Vous avez étudié Certainement. ici en République démocratique du Congo. C'est pour dire qu'en République démocratique du Congo, on peut former des bons journalistes, on peut former des bons juristes, on peut former des bons médecins. Arrivé aujourd'hui en Angola, arrivé en Afrique du Sud aujourd'hui, arrivé même en Namibie, je suis arrivé en Namibie, j'ai trouvé à un hôpital que le médecin le mien côté dans cet hôpital, c'est un médecin de l'université de Kinshasa, formé à l'université de Kinshasa. Le mien côté dans cet hôpital en Namibie. Je suis arrivé en Angola, j'ai trouvé la même chose, que la plupart des médecins qui sont là et qui font du bon travail, ce sont des médecins formés en République démocratique du Congo. Arrivé en Afrique du Sud, c'est la même chose. Donc, cette histoire de dire que l'enseignement de la République démocratique du Congo, c'est un enseignement qui ne donne rien, qui ne fait rien, je suis en train de dire ici que personne ne peut me convaincre sur ce point-là. Et je peux même demander à ce que celui qui peut me contredire puisse engager un débat avec moi par rapport à ça. Je vais lui prouver que moi, je suis né à l'époque de Mobutu, j'ai commencé mes études primaires à l'époque de Mobutu, j'ai eu mon diplôme à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, j'ai obtenu mon diplôme de licence à l'époque de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, je suis là en train de parler devant la population congolaise. Ils savent et ils sentent effectivement qu'il y a une crème intellectuelle qui est en train de se dégager là. Vous comprenez? Donc c'est avec l'enseignement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous devons, donc le président de la République a donné la chance à tous ces enfants-là, parce que vous savez une chose, vous savez qu'on était habitué à voir une certaine catégorie de personnes, il se présente là, donc il prend 10, 20 enfants avec de l'argent, avec des cahiers et tout ça, il dit, non, j'ai amené ces enfants ici, ils n'étudient pas, je suis venu les inscrire et payer leurs frais. Mais le président de la République a dit, niet, il n'y aura pas des opérations comme ça. Si vous voulez soutenir les enfants, soutenez-les autrement. Mais en ce qui concerne les enseignements, pas question de payer les Est-ce que cette gratuité est respectée, maître? Parce qu'il y a des gens qui nous ont appelés aux émissions récentes disant qu'il y a des écoles de l'État mais qui font payer les frais scolaires aux enfants. Cette gratuité est-elle respectée? Je suis en train de vous dire que partout dans le monde, aucune réforme n'a été acclamée. Ça, il faut le savoir. Lorsqu'il faut opérer des réformes, il y a toujours des grincements de dents. Il y a toujours des grincements de dents. Lorsque quelqu'un se présente à l'hôpital, il dit que j'ai mal au ventre, voilà. Le médecin fait le diagnostic, il trouve qu'il faut opérer la personne. C'est-à-dire qu'il doit donner une plaie à la personne. Ok. Vous comprenez? Et la personne ne va pas commencer à clamer parce qu'on est en train de l'opérer. Il va pleurer parce que ça fait mal. Et quand bien même que vous serez sous anesthésie, quand vous allez vous réveiller, vous sentirez effectivement que vous avez la plaie. Vous comprenez? Ouais. Donc, c'est-à-dire que la plaie là a été donnée pour que vous puissiez vous sentir en bonne santé. Vous comprenez? Mais si vous venez en droit, je vous dirais que ce monsieur-là a subi des coups et blessures volontaires. Parce que le médecin prend les bistouris, il commence à déchirer le bien corps. Qu'il veut bien soigner ses corps. Mais l'objectif de cette déchirure, c'est quoi? C'est pour soigner une personne. Okay. Vous comprenez? Ces réformes de la gratuité, de la maternité, de l'enseignement et autres, c'est pour que la République démocratique du Congo puisse avoir dans l'avenir une crème intellectuelle qui peut venir maintenant remplacer ceux qui sont aujourd'hui. Vous savez, dans ce pays, on avait des politiciens tels que le vieux Antoine Gizenga, qui n'est plus aujourd'hui. On avait Antoine aujourd'hui, on avait le patriarche Kungu Wakumwanza, on avait l'autre qui est décédé dernièrement ici, qui était avec Laurent Désiré Kabila, il s'appelait, c'est lui qui a créé la police ici, c'était qui encore, si j'oublie son nom. Oui. Mais toute cette classe politique n'existe plus. Aujourd'hui, le vieux Kengo Wandondo est à la retraite. Vous comprenez? Ils doivent quand même être remplacés. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui, on ne fait pas quelque chose pour ces enfants-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je suis en train de féliciter le président de la République par rapport à cette action ici, parce qu'on était habitué. Moi, il y a une année, pendant la période de Mobutu, j'avais bénéficié des cahiers comme don de la Belgique pour le développement. 2 cahiers de 48 pages à l'école. Vous comprenez? Okay. Et la Belgique nous faisait des dons de cahiers et des histoires comme ça. Mais actuellement, là, ce sont des choses qui ne se font pas. Le président de la République a compris la chose, il a dit, valorisons, donnons maintenant la chance à tout le monde. Vous comprenez? Je suis allé une fois en Ngaliema, j'ai trouvé que les femmes accouchent en Ngaliema gratuitement. Alors que Ngaliema, c'était un endroit où, lorsqu'il faut accoucher là-bas, soit tu es la femme des ministres, de quelqu'un qui travaille à la banque, de quelqu'un qui travaille à la DGI, de quelqu'un qui travaille au ministère des Finances.
Donc, aujourd'hui, tout le monde peut aller en Ngaliema et accoucher et sortir sans problème. Donc, vous voyez que ce sont des actions, quand bien même que ces actions-là ne sont pas suffisantes, mais c'est du moins significatif. Il y a une dame qui m'avait récemment aussi appelé disant que pour qu'une femme accouche gratuitement dans un hôpital, ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire, vous arrivez comme ça, ils créent des mécanismes, c'était je crois en Ngaliema comme vous venez de l'évoquer. Bon, je ne parle pas des cliniques d'Ngaliema, peut-être les hôpitaux secondaires ou encore au centre de santé. Ils créent des mécanismes jusqu'à ce qu'on va vous opérer. C'était un téléspectateur qui nous avait appelé pour parler autour de ça. Maître, mais quand vous parlez de gratuité de l'accouchement, ça aussi c'est un autre problème. Je suis moi-même un témoin de ce que je suis en train de dire. J'ai un fils de 5 mois qui est né en Ngaliema. Gratuitement. Gratuitement. Vous n'avez rien payé. Je n'ai rien payé. Je n'ai rien payé. Mon fils a 5 mois aujourd'hui. Mon fils a 5 mois. Et lorsque moi je partais en Ngaliema, je m'attendais à payer une facture. Mais lorsque madame voulait sortir, je demande la facture. On me dit non, elle a accouché dans le compte de la gratuité de maternité. Et mon fils est sorti. Mon fils a 5 mois. En forme. En forme. En forme. Vraiment en forme. Donc un enfant en forme. Et donc avant de venir ici, j'étais avec lui. Vous avez touché les bébés. Donc j'ai touché les bébés. Vous avez donc, palpé pour venir donner. Donc, et là j'ai dit effectivement que non, tout ça ce sont des actions du président de la République. Donc nous devons reconnaître ces efforts-là. En dehors de ça, en dehors de tout ça, vous allez comprendre aussi qu'aujourd'hui, même tous ceux qui ne parlaient pas ont cette facilité de parler. Parler comment? Donc tous ceux qui ne critiquaient pas le pouvoir. Ah non, ils sont en train de critiquer aujourd'hui. Ils sont en train de critiquer aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, tout le monde a la facilité de dénoncer les détournements de fonds. Mais parce qu'il y a des détournements. Je me pose la question de savoir. Aujourd'hui, nous avons un budget de plus de 20 milliards de dollars. Vous-même, vous avez parlé plus de 20 milliards. Vous comprenez? On a un budget aujourd'hui qui atteint 20 milliards de dollars. Okay. Donc plus de 20 milliards de dollars aujourd'hui. Mais on nous parle de détournement. Vous comprenez? Mais pendant qu'on avait les budgets de 4 milliards, 3 milliards, 5 milliards et autres, on n'entendait pas parler de détournement. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas assez d'argent, tout comme ça. C'est pour dire qu'il n'y avait pas de détournement. Et il y avait des hommes intègres qui aimaient la nation, qui travaillaient pour l'intérêt de la population. Qui travaillaient pour l'intérêt de la population et qui mobilisaient que 3, 4, 5 milliards. Ah oui. Vous comprenez? Il n'y avait pas de détournement. Mais aujourd'hui, on dit que non, voilà, Tshisekedi n'a rien fait, il n'a rien proposé à la population, mais nous atteignons au moins 16 à 20 milliards. Mais atteindre, ce n'est pas un problème, mais c'est que les 16 milliards fait comme travail, c'est qu'il y a comme une conséquence dans la vie des Congolais. C'est que les 16 milliards fait comme travail aujourd'hui. C'est que les 16 milliards fait comme travail aujourd'hui. On est en train de supporter la gratuité de l'enseignement, on supporte la gratuité de la maternité, on supporte autant de choses. Et aujourd'hui, vous allez constater que dans chaque province aujourd'hui, au moins chaque province a une université. Chaque province. Mais ça a existé depuis. Non, jamais. Ce sont des anciennes universités peut-être rénovées ou encore... Ces universités-là ont été construites qu'avec le programme du président de la République ici. Il y avait des provinces où quand vous terminez les humanités, vous devez aller chercher même les instituts supérieurs ailleurs. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, au moins, même si les universités pouvaient exister dans ces provinces-là, du moins vous devez louer des bâtiments des privés. Mais avec l'arrivée du président de la République et surtout avec le ministre qui a été nommé aux études universitaires et supérieures, oui. Je crois c'est Moïndo Nzangi. Vous avez compris qu'effectivement la construction des universités dans toutes les provinces était quand même à l'ordre du jour. Vous comprenez? Tout ça, ce sont des choses, les acquis de l'alternance pacifique qu'il faut consolider. Qu'il faut consolider. Vraiment. Donc nous devons voir les choses de cette façon-là. Mais les gens toujours parlent dans le sens, toujours non, voilà, mais le panier des ménagères, et voilà le panier des ménagères. Mais les ventres affamés n'a point d'oreille. Les ventres affamés n'a point d'oreille et tout ça. Mais ces gens-là ne meurent pas. C'est-à-dire? Quand on a faim et qu'on ne mange pas, la suite c'est quoi? On va mourir. Mais ah donc vous pourquoi est-ce que les Congolais disent qu'il n'y a pas à manger, ils doivent commencer à mourir? C'est par là que vous prendrez l'air dire au sérieux. C'est pour vous dire que les Congolais mangent quand même. Et quelque chose encore. Est-ce qu'ils mangent à leur faim, mais
Manger, c'est bon, mais vous mangez quoi? Et à votre faim. Je vais vous dire, ce qu'ils mangent là, du moins, permet à ceux qui sont en vie. C'est ça l'essentiel. Permet à ceux qui sont en vie. Dans les Congolais, je vais vous dire encore quelque chose comme mérite que j'ai toujours donné au président de la République. Okay. Vous savez que nous avons passé plus d'une année où le monde ne fonctionnait pas. Le monde? Oui, le monde ne fonctionnait pas. C'est 2 ans d'ailleurs, 2 ans, où le monde ne fonctionnait pas. Là, vous voulez parler de la Covid-19. Voilà. Où le monde ne fonctionnait pas. Mais les gens mangeaient quand même et devaient se déplacer. Pendant cette période-là, en République démocratique du Congo, il y a eu des tournements. Nous avons passé au moins 3 mois sans payer l'eau, sans payer l'électricité. Au moins 3 mois. Sous la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde a fait 2 ans sans fonctionner. Mais pendant cette période-là, nous avons aujourd'hui des cadres universitaires qui ont été collés. Pendant cette période. S'il n'y avait pas une bonne gestion pendant la période-là, aujourd'hui on allait parler autre chose. Vous savez que le pays tel que le Ghana a été déclaré un pays en faillite. Alors qu'en Afrique, ici, on a toujours donné comme exemple en matière de la démocratie et de la bonne gestion, le Ghana. Mais c'est un pays qui a été déclaré en faillite. À cause de quoi? Du Covid-19. Mais la République démocratique du Congo a été cotée parmi le pays qui a fourni des efforts énormes et une bonne gestion orthodoxe mise en place pendant cette période. Vous comprenez? Donc, il y a des mérites que nous devons donner à ce président de la République. Et aussi, nous ne devons pas aussi oublier une chose, que ce président de la République vient au pouvoir, il vient de l'opposition, il n'a jamais été aux affaires, il vient, il hérite une situation catastrophique. Quelques mois après son accession au pouvoir, la guerre éclate à l'est de la République démocratique du Congo. Il est en train de gérer cette situation pendant tout ce temps qu'il est en train de gérer le pays. Donc nous devons comprendre que ce monsieur a fait quand même un travail que nous devons louer et montrer à la face du monde qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Si nous devons parler en termes des infrastructures, vous savez que là, il n'y a pas quelque chose à dire, il n'y a pas beaucoup à dire. Ça commence, mais ça ne finit pas. C'est ça aussi. Il y a des infrastructures qui commencent, mais qui ne finissent pas. Il y a ceux qui commencent et qui ne finissent pas, mais il y a d'autres qui sont déjà terminés. Comme quoi, ceux qui sont déjà terminés? Je prends par exemple les sautes de moutons. On a fini ou pas? Vous pensez que ces sauts de moutons-là sont finis? Oui, les sauts de moutons sont finis parce que les routes sont praticables aujourd'hui. Je peux prendre par exemple le centre financier. C'est un chantier. Vous avez suivi qu'il y a eu des spectacles là-bas. Oui, c'est un chantier. C'est un chantier, mais à Missi. Nous serons d'accord. Même dans un immeuble, on peut utiliser le premier niveau, deuxième, le troisième, quatrième, cinquième. Déjà, une fois qu'on utilise seulement les rez-de-chaussée, c'est déjà important. Voilà aujourd'hui les assises sur les états généraux de la justice, je crois. Oui, ministère le ministère de la justice. Et garde des Sceaux. Ça s'est tenu où? Ça s'est tenu là-bas. Ça s'est tenu au centre financier. Et quand vous regardez le centre, là où dans la salle où les gens étaient installés, vous allez dire que cette salle-là n'est pas terminée. Vous n'avez rien envie en Europe. Vous n'avez rien envie en Afrique du Sud. Vous savez que le dialogue intercongolais a été tenu en Afrique du Sud. C'était pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais ça pouvait se tenir ici au Palais du Peuple. Voilà, c'était pourquoi. Pourquoi on avait tenu ça là-bas en Afrique du Sud? C'est faute des infrastructures. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller tenir tout ça en Angola, tenir tout ça en Afrique du Sud et partout ailleurs. Parce que nous avons notre centre financier où il y a des salles qui peuvent permettre à ce que les gens puissent tenir leurs réunions calmement. Merci beaucoup. Allez, la thématique du jour. Je n'ai pas cité aussi à ce qui concerne le jeu de la francophonie. On a parlé des détournements. Non, ça, ce sont... D'abord, est-ce qu'il y a eu le jeu de la francophonie? Il y a eu le jeu de la francophonie. Okay. Est-ce que les choses se sont passées? Les choses se sont passées. Il y a eu surfacturation. Les choses se sont passées telles que ça a été prévu. Surfacturation, détournement et tout ça, il y a eu jeu de la francophonie. Vous comprenez? Toute œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Aujourd'hui, tous ceux qui crient aujourd'hui au détournement, il y a eu ceci, il y a eu cela, la plupart étaient aux affaires, mais s'ils avaient bien fait, on n'allait pas parler de ce que nous parlons aujourd'hui.
C'est parce qu'il n'y avait rien. Merci beaucoup. Mais il y a aussi, par exemple, les centres financiers, il y a une partie, c'est pas fini. Il y a aussi l'Arena ici qui avait débuté avec une pression qu'on pouvait penser que ça pourrait s'arrêter à ce niveau, mais c'est arrêté. C'est-à-dire il y a des histoires qui restent inachevées et tout comme ça. Bon, on va pas y arriver là. Thématique du jour, maître, on va parler, comme je l'avais annoncé, la RDC et sa constitution. Où est le problème? Maître Dani Tchamala, vous êtes un avocat, vous prenez le temps de lire notre constitution. J'aimerais bien savoir, parce qu'aujourd'hui, cette constitution fait l'objet de plusieurs débats sur le plateau de télévision, tout comme radio. Il y a des gens qui sont qui soutiennent les démarches du président de la République pour le changement. Il y a des autres qui disent on ne touchera pas à cette constitution. La question majeure d'ailleurs qui fait l'objet de notre thématique, c'est quoi les problèmes avec notre constitution qui a permis au président de la République d'être aujourd'hui investi président et puis qui a prêté serment 2 fois avec cette constitution? Où est le problème? D'abord, je vous inviterai, lorsque on va finir cette émission, de lire le préambule de cette constitution. Très bien. Pour tous ceux qui ont déjà lu la constitution, ils vont comprendre ce que je vais dire ici. Le préambule de cette constitution dit ceci: que cette constitution a été élaborée pour mettre fin au cycle de violence et de crises répétitives en République démocratique du Congo, dues aux problèmes liés à la légitimité des dirigeants. Ok. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est certain. Voilà. Maintenant que nous n'avons pas cette crise de légitimité, est-ce qu'il faut rester seulement avec cette constitution qui est venue seulement pour régler les problèmes de la légitimité? Et ne pensez-vous pas si on enlevait cette constitution, la crise de légitimité pourrait y revenir? Cette constitution, pour emprunter l'expression du professeur Jacques Mboni, a déjà 18 ans. Et donc là, c'est parmi les meilleures constitutions. Pendant cette période de 18 ans, tout constitutionnaliste, tout Congolais, tout politicologue congolais a eu le temps de lire la Constitution et de comprendre sa faiblesse. Est-ce qu'il faut continuer avec ces mêmes faiblesses? On peut guérir aussi ces faiblesses. Voilà. On peut les modifier en fait. Le réviser. Voilà. Lorsque on constate qu'il y a des faiblesses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réviser, revoir. Il faut chercher à pallier à ces faiblesses. Comment on peut mettre fin à ces faiblesses constatées dans la Constitution? C'est par 2 voies. La première, c'est la révision de la Constitution. Ça, tout le monde est d'accord. La deuxième, c'est le changement de cette Constitution. Pourquoi changer s'il y a possibilité de réviser? Voilà, je suis en train de dire. Je suis en train de venir. Donc, j'ai dit ceci, qu'il y a 2 possibilités. On peut changer ou on peut réviser. Ou on peut réviser. Vous comprenez? Okay. On peut changer tout comme on peut réviser. Ça dépend de la lecture que chacun fait de cette constitution. Si nous mettons d'accord d'abord qu'il y a des faiblesses dans cette constitution, c'est-à-dire que aucune démarche n'est interdite, changement ou révision. Parce que la constitution elle-même dit que vous pouvez me réviser à tout moment. Ouais. La constitution elle-même. Ouais, ça je reconnais. Oui, elle demande à ce qu'elle soit révisée. Vous savez que partout ailleurs, parce que les gens vous diront toujours, non, voilà aux États-Unis, voilà en France, voilà. Vous savez combien de fois la constitution américaine a été révisée? Réviser, c'est bon, on ne refuse pas la révision. Vous savez combien de fois la France a révisé sa constitution? Mais là, on est d'accord, tout à fait. Même après 2006, après l'adoption de notre constitution, la France a révisé sa constitution. La France a révisé sa constitution. Nous aussi, nous avons eu à réviser cette constitution. Vous savez pourquoi on parle aujourd'hui de la France? C'est la 5e République. C'est-à-dire qu'on a eu à changer 5 fois les constitutions en France. Ça n'a dérangé personne. Est-ce que la France est un modèle pour nous mettre? Quand non, vous parlez de la France, vous dire que nous avons les mêmes problèmes que les Français. Je ne prends pas la France comme modèle. Je vous dis que le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution n'est pas propre à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas propre à la République démocratique du Congo.
Nous ne devons pas aujourd'hui dire que non, voilà, on ne peut pas changer la Constitution comme si c'est nous qui sommes les premiers à changer la Constitution. Non, la France est à la 5e République, c'est-à-dire ils ont changé 5 fois la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e République, c'est-à-dire que nous avons changé 4 fois la Constitution dans ce pays. Vous comprenez? Ok. Et si aujourd'hui nous arrivons à changer celle-ci, comme Lambert Mende le disait à l'époque, le ciel ne tombera pas sur les têtes des Congolais. Il y aura un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi. Mais vous savez que ça pourrait Donc, créer problème à l'étendue du ça, territoire. c'est dans la tête de certains individus qui ne veulent pas du développement de la République. Et vous voyez déjà des panneaux qu'on a Ce écrits pays- par-ci par-là qui ne touchent pas ma constitution. quand même. Ça, en fait, c'est ça la violation même de la Constitution. Ça, on est en train de violer la Constitution. La Constitution elle-même vous dit qu'il faut me toucher. Vous dites ne touchez pas. Vous violez la Constitution. C'est-à-dire ne Vous touchez violez pas, la ne me changez Constitution. pas, mais révisez-moi s'il est possible. Non, mais quand vous révisez, vous touchez ou pas? Oui, vous touchez, Vous exactement. touchez? Vous comprenez? Et le président honoraire Joseph Kabila n'a pas touché à cette Constitution. Si. Il a touché à cette Constitution. Il est allé même à, donc si je peux dire, violer l'article 220. Il a violé l'article 220. L'article 220 dont on parle que cette disposition est une disposition, ils disent comment, quel est le terme utilisé là? Je vais voir l'article 220. Ouais, lisez l'article 220. Qu'est-ce qu'on vous dit là? L'article Les articles 220. intangibles. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée de mandat du Voilà. président de la République, Voilà. l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Article Voilà. 220 de la 220. Constitution. Le mandat du président de la République, la Constitution nous dit que le mandat est de combien? C'est de 5 ans, De une 5 seule fois ans, une fois renouvelable. renouvelable. Oui. Le président de la République a fait le mandat 2 fois renouvelable ou pas? Une fois renouvelable ou pas? Ah oui, De 5 ans ou de 7 ans? de 5 ans. Il a fait le premier mandat de 5 De 5 ans. ans. Et le deuxième mandat? Bon, de 5 ans et après il y a eu... Voilà. C'est une violation déjà de cette disposition. Mais parce que cette même comprenez? constitution dit les Vous présidents en comprenez? fonction restent voilà, jusqu'à l'installation voilà, du nouveau voilà, président élu. Il n'y en avait pas encore voilà, un président c'est ce que je élu. suis en train de dire. Que le président de la République reste En fonction. en fonction, c'est-à-dire lorsque les élections sont organisées au mois de décembre. Est-ce que vous comprenez? Ok. Pour arriver à prêter serment au mois de janvier, le 20 janvier, le président de la République reste en place jusqu'au mois de janvier. Parce qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans. Mais lorsque vous ajoutez 2 ans, vous avez fait combien d'années de mandat? Vous avez fait 7 ans au lieu de 5 ans. Donc c'est une violation de cette Avec un disposition. autre gouvernement. Donc vous comprenez un peu. Donc c'est pour vous dire que cette constitution elle-même vous dit que vous pouvez me réviser. Vous comprenez? Ok. D'ailleurs, si je peux entrer dans ce que vous êtes en train de dire, que la constitution dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation Du nouveau président, tout ça. Donc, le président qui est en place peut rester pendant 10 ans, comme on n'a pas encore organisé les élections. C'est ça de faiblesse qu'il faut effectivement balayer de cette constitution. Il faut dire des choses clairement pour permettre à tout le monde de comprendre. La constitution ne doit pas être un secret ou seulement une clique de personnes qui peuvent comprendre alors que la population ne comprend rien. Non. Quand la population avait commencé à crier lors pendant la période de Joseph Kabila, avait commencé à crier non, le mandat est de 5 ans, mais la constitution dit et tout ça. Est-ce qu'il savait que il peut rester en place jusqu'à 2 ans? Mais il fallait que la constitution explique à ces gens-là. C'est ainsi qu'il faut réviser la constitution, soit carrément changer cette constitution. Pourquoi je parle du changement de cette constitution? Parce que vous savez qu'il y a des articles de la constitution que vous ne pouvez pas toucher. Pourquoi? Non. En fait, ce que vous devez savoir, cette constitution telle que vous la voyez là, c'est une constitution qui a été écrite sous la pression des belligérants. Sous la pression des belligérants. Bemba avait l'Équateur et Bemba avait une partie de la République démocratique du Congo.
Roberto avait aussi sa république. Roger Lumbal avait sa république. Moussa Nyamwisi avait sa république. Est-ce que vous comprenez? Okay. Maintenant, il fallait unifier le pays. Quand il faut unifier le pays, comment on va le faire? On doit commencer d'abord par les textes qui mettront tout le monde en confiance que non, voilà, il y aura ceci, il y aura cela. C'est ainsi qu'on a rédigé la Constitution. Et chaque belligérant avait un mot à dire par rapport à ce que vous mettez dans la Constitution. S'il n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Et chacun voyait ses intérêts. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe pour les élections de gouverneurs, des sénateurs. Qui n'a pas décrié la corruption pour les élections des gouverneurs? Mais cela a été... Qui n'a pas décrié la corruption pour les élections des sénateurs? Et on les appelle des honorables. La chambre des sages. Mais pour devenir sénateur, il faut dépenser beaucoup d'argent. Pour devenir gouverneur, il faut dépenser beaucoup d'argent. C'est le problème de la Constitution. Quel article? C'est le problème de la Constitution parce que on parle des élections de gouverneurs et de sénateurs dans la Constitution. Si seulement cette Constitution soumettait les élections de gouverneurs et de sénateurs aux mêmes conditions que les élections de députés, on ne pouvait pas vivre cette immoralité. C'est-à-dire que la population elle-même choisisse les autorités. Oui, que la population elle-même puisse choisir. Quand vous prenez quelqu'un, il vient aujourd'hui, il vous dit que moi je suis sénateur. Il est sénateur parce qu'il a dépensé 200 ou 300 000 $. Parce qu'un député l'a voté et non la population. Un député est voté par la population. On compte le voix de la population. Ici, on vous dit que non, les sénateurs vont battre campagne de telle date à telle date. Cette campagne, ils battent dans quelle salle? Et où? Et dans quel terrain où ils battent cette campagne? Et où? Comment les sénateurs battent leur campagne? Ils vont aller toquer à la porte d'un député. C'est-à-dire en quelque sorte, ils veulent nous dire qu'ils cherchent les députés. Ils cherchent Ils partent chercher les députés. Donc, est-ce que tu as le numéro de tel? Oui, oui, donne-moi, je vais l'appeler. Honorable, mais j'ai une enveloppe pour vous ici. Mais c'est combien? Non, c'est 50 000. Non, ajoute 20. On ajoute. Bon, ça va. Quelques temps après, il reçoit encore un autre appel. Honorable, mais j'ai une enveloppe ici. C'est combien? C'est 100. Non, ajoute 20. Ah, bon, ça va, je prends là-bas. Combien de gens ont perdu leur argent dans ces élections de sénateurs ici? Et aujourd'hui, ça pose problème. Il y a d'autres même qui cherchent comment... Moi, j'ai été contacté même par d'autres qui cherchent comment saisir les juridictions. Moi, j'ai dit non, mais vous allez réclamer cet argent sur base de quoi? C'est de l'argent immoral. L'argent immoral. Mais oui. Mais ces élections-là, ce sont des élections qui amènent l'immoralité. Qui amènent l'immoralité. Qui favorise la corruption à ciel ouvert. Mais la Constitution n'a pas favorisé cette C'est la Constitution qui a soumis à ce que les sénateurs soient votés par les députés nationaux. Et cette Constitution n'a pas dit aux députés d'accepter la Constitution. Mais quand déjà... C'est ça le problème d'homme, c'est pas le problème de la Constitution. Quand déjà la formule favorise... Parce que moi, je dois aller causer avec un député chez lui à la maison. Je lui dis, honorable, moi je suis candidat député... je veux que vous puissiez me voter et tout ça, tout ça. Il dit, bon, vous voulez que je puisse vous voter. Ma voix, moi, je vends ça. Est-ce que vous comprenez? Cette façon-là. Mais quand vous voyez même les gens qui vont aller battre campagne pour devenir des gouverneurs, ici, dans la ville-province de Kinshasa, vous n'avez pas parlé ici de véhicules qu'on a donnés aux députés, des histoires comme ça. Véhicules qu'on a donnés aux députés. Ont été même saisis par l'ANER. Vous avez trouvé, ça c'est la moralité, ça. Et vous savez ceux qui sont candidats, là où on n'a pas encore organisé les élections, surtout les sénateurs. À Kouilou. À Kouilou là-bas. Ceux qui sont candidats aujourd'hui. Tous ceux qui meurent là-bas, c'est eux qui doivent enterrer. Tous ceux qui ont des problèmes de leurs femmes, c'est eux qui doivent le faire. Sinon, en tout cas, tu n'auras pas notre voix parce que toi tu ne partages pas. Moi, je vais partager alors que l'État ne m'a même pas encore payé. Et même si l'État me paye, j'ai quand même une famille, j'ai ma femme et mes enfants. Je dois supporter la souffrance de tout un village parce que je suis candidat député ou candidat sénateur. Est-ce que vous comprenez des choses comme ça? Okay. La Constitution peut régler cette question. Je viens encore pour vous dire ceci. Le président de la République, élu au mois de décembre, il prête serment au mois de janvier le 20. Quand est-ce qu'il nomme le Premier ministre? Ça a pris des mois. Vous n'avez pas suivi ici les Premier ministre dit pour un gouvernement, ça a pris des mois. Le Premier ministre pour former son gouvernement, ça prend combien de temps? Vous n'avez pas critiqué ici du fait que
au Sénégal, Le Sénat, y le compris. président est élu, 3 jours après, il nomme Premier ministre. Le Premier ministre, 3 jours après, il publie son gouvernement. Ah oui. Vous n'avez pas apprécié cette façon de faire les choses. C'était d'ailleurs bien. Mais pourquoi nous devons prendre 8 mois pour avoir un gouvernement? Et jusque-là, Pourquoi les nous élections devons avoir- les Et élections aussi- n'ont pas été faites dans toute l'étendue Voilà, du territoire dans national. tous les territoires. C'est-à-dire, on a par exemple un parlement, on a par exemple le Sénat Mais qui n'a pas qui toutes n'a les pas tous les représentativités. sénateurs. Voilà. C'est-à-dire, on a un on président du décide- Sénat qu'on n'a pas voté. Voilà, mais à on une décide partie. sur l'avenir de même ceux qui sont dans ces secteurs-là où on n'a pas organisé les élections. Qui les représente là-bas? Je viens encore, en dehors de cette histoire de président de la République qui prête serment le 20 ou du gouvernement qui sort en retard et tout ça. Je viens encore pour vous dire ceci. Vous allez constater que même cette même constitution limite le nombre de ministres provinciaux. Mais pourquoi on n'a pas limité le nombre de ministres du gouvernement central? Ça aussi, c'est un problème. Question juste de C'est modifier. un problème. Aujourd'hui, on vous dit non, on a un gouvernement de 56 ministres, 60 ministres et tout ça. Pourquoi? Quand on dit on doit réduire le train de vie des institutions, On pouvait même mais avoir vous des avez ministres. 60 ministres. Et 60 ministres, donner 2 véhicules à chaque ministre parce qu'ils se promènent toujours avec une suite. Donner 2 véhicules à chaque ministre. Vous avez combien de véhicules à acheter? 660, 120 220 véhicules. Et puis, Et là, je n'ai disons, pas parlé de un véhicules qu'il véhicule- faut donner à leurs femmes. un véhicule et tout ça. à 40 000 $, calculé Voilà. déjà Vous 120 comprenez un fois. peu tout ça. Mais si seulement la Constitution pouvait dire que non, voilà, pour respecter la représentativité au niveau du gouvernement, nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo, au moins un gouvernement de 26 ministres. Vous ne trouvez pas que c'est Mais raisonnable? bien que ce que vous venez de dire, cette constitution-là n'a pas empêché qu'on la révise. On pouvait tout Ah, mais simplement voilà. réviser Mais au lieu de temps. comme on se met- révise, comme on essaie se de quoi. met d'accord- Mais pourquoi parler de changer? Comme on se met d'accord d'abord sur ce point-là, qu'on peut réviser la Constitution. Oui, révision, on est moi, d'accord. moi, je suis tout à fait content. Je suis tout à fait content qu'on peut réviser cette Constitution. Comme les gens acceptent maintenant la révision, je suis tout à fait d'accord et je suis content du fait que les gens acceptent ça. Maintenant, la guerre, c'est sur le terme révision et changement. Voilà, c'est ça le Est-ce que vous problème. comprenez? Parce C'est que ce que je dis. Il y a des tendances qui se dégagent déjà. Si la population se met déjà d'accord qu'on peut réviser la Constitution, moi je suis d'accord. Maintenant, il y a 2 tendances. Il y a la tendance de ceux qui disent qu'il faut changer, il y a la tendance de ceux qui disent qu'il faut réviser. Nous devons harmoniser maintenant les points de vue pour voir maintenant ce qu'il faut mettre en place. Vous comprenez? Le président de la République n'a pas parlé du changement de la Constitution. Mais il a parlé tout simplement que cette Constitution pose problème. Et il Comme ça il pose a dit problème. aux Congolais que d'ici Ils 2025, vont décider. une délégation Voilà. sera mise en place Voilà. pour étudier le Oui, moyen de mettre, mais ils pour vont- changer. C'est ça le problème. C'est comme ça que j'apprécie la sagesse du président de la République. Parce qu'il a trouvé que il ne peut pas rester dans son bureau et décider sur l'avenir de toute une nation sans pour autant le consulter. C'est comme ça qu'il a dit, par rapport à la Constitution, j'entends parler de la révision, du changement et de tout ça. Une commission sera mise en place pour amener maintenant une décision de ce qui sera fait par rapport à tout ça. C'est la sagesse du président de la République parce qu'il bien. est le président et de ceux qui soutiennent le changement et de ceux qui soutiennent la révision et de l'opposition et de la majorité et de la société civile. Même de nous les analystes politiques indépendants. Il est le président de notre tout le monde. président. Très bien. Aujourd'hui, personne ne peut dire que D'ailleurs, Tshisekedi vous n'est le pas son soutenez. président. Oui, je le soutiens parce qu'il est président de la République. Non, pas seulement parce qu'il est le président de la République, mais vous le soutenez parce que vous l'aimez bien. Non, parce qu'il est président de la République. Je vais l'aimer comment? Il est président de la République. Merci, maître. On Il est me président de la signale... République, je le soutiens. Ok, on me signale qu'on n'a plus que 10 minutes, mais Ouais. avant d'entrer dans ces 10 minutes, j'ai une dernière question, mais je vais lire d'abord un article Voilà. de la Constitution. Et Ouais. vous allez... Je sais que vous êtes toujours un homme franc. Vous n'allez pas me mentir. Non, je ne Ça, mens c'est quoi? jamais. Moi, je ne Article mens pas. 58 de la Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Maître, vrai ou faux, la République démocratique du Congo est riche? Sur son sol, sous-sol, eau et forêt. Vous me permettrez d'être très franc et très direct sur cette question. Allez-y. De la richesse de la République démocratique du Congo, on vous dit la République démocratique du Congo est riche et voilà. Mon frère,
Je vous dis qu'il n'y a aucun pays au monde qui est plus riche que la Russie. À ce qui concerne les sols et les sous-sols. La Russie est le plus grand pays du monde. Je parle de la RDC. Non, je suis en train de répondre. Je réponds à cette question. La Russie est le pays le plus riche et le plus grand du monde. La Russie est plus grande que les États-Unis. Les États-Unis, c'est 52 États. Mais la Russie est plus grande que les États-Unis. La Russie est plus grande que la Chine. Est-ce que vous comprenez? À ce qui concerne les sous-sols, la Russie n'envie rien à la République démocratique du Congo. Vous comprenez? La Russie n'envie rien à la République démocratique du Congo. Ils ont tout dans leur sous-sol. Pétrole, diamant, cobalt, c'est coltan et tout. La Russie a tout. L'or, la Russie a tout dans le sous-sol. Mais ce qui fait la force de la Russie, c'est que la Russie s'est transformée le sous-sol en matière accessible à tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous avons l'or, nous avons le pétrole, nous avons ceci, nous avons cela. Est-ce que nous sommes à mesure de transformer cet or-là? Et qu'est-ce qui empêche que nous ne soyons pas à mesure de transformer cela? Parce que nous avons un gouvernement et l'État. Voilà maintenant. C'est là où je voulais vous amener pour comprendre que vous pouvez avoir de l'or, vous pouvez avoir tout ceci, tout ceci. On dit, vous êtes riche à ce qui concerne les sous-sols. Mais on n'a pas dit que la population congolaise est riche. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai posé la question. Voilà. À qui profite toute la richesse de la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo. Surtout qu'on parle de partage équitable. La population congolaise est riche. Ce que nous pouvons avoir, ou ce que nous pouvons comprendre ici, c'est quoi? Nous exploitons ces minéraux, nous vendons dans cet état brut. Et les acheteurs nous fixent le prix. C'est eux qui fixent le prix. Parce que c'est eux qui transforment. Donc nous n'avons pas de bons managers. C'est eux qui transforment. Non. Ce que nous devons faire ici, nous devons beaucoup plus réfléchir. J'aime bien quand le président de la République avait dit que les sols doivent avoir la revanche sur les sous-sols. Est-ce que vous comprenez? Nous devons nous intéresser beaucoup plus à l'agriculture à ce qui est sous les sols congolais. Mais pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint la capacité de transformer ces minéraux-là. Par exemple, on fabrique des véhicules en République démocratique du Congo. C'est que vous avez dit là, on fabrique des avions en République démocratique du Congo. C'est que vous venez de dire n'est pas nouveau. Voilà. Le membre du gouvernement en parle, le président de la République, presque tout le monde. Mais qu'est-ce qui empêche que cette agriculture ne reste plus sur les textes, qu'on ne dise plus, mais qu'on le mette en pratique? Parce que je ne trouve pas ce qui empêche le début de l'agriculture. Ce qui empêche, c'est quoi ici? Nous devons d'abord former notre population. Nous devons former. Voilà nous sommes toujours dans le futur. C'est ça le problème. Voilà l'importance de la gratuité de l'enseignement. Que tout le monde soit d'abord informé. Que tout le monde doit d'abord être formé. Vous comprenez? Nous devons avoir nos propres ingénieurs. Nous devons avoir nos propres chimistes. Est-ce que nous n'en avons pas? Nous en avons, mais ce n'est pas assez. Mais avec ce qu'on a, on doit commencer par là. Oui, mais on a commencé parce que nous avons notre usine de raffinage d'or à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour la toute première fois depuis que le Congo est Congo de raffiner l'or en République démocratique du Congo. Bientôt, nous aurons notre raffinerie du pétrole en République démocratique du Congo. En tout cas, les bientôt, on ne faut pas en parler. Parce que les bientôt, si on en a écouté beaucoup. Les bientôt, on en a écouté beaucoup. Le futur, on en a beaucoup parlé, on en parle. Notre usine de taillerie de diamants ici en République démocratique du Congo. En tout cas, ça, c'est le futur, je ne devrais pas entrer là-bas. Parce qu'il y a trop de futurs qui ne sont pas réalisés jusque-là. C'est comme ça qu'on parle des projets. C'est comme ça qu'on parle des projets. Les projets, c'est toujours dans l'avenir. On ne peut pas faire les projets pour le passé ou pour le présent. Non, le présent, ce sont des projets qui ont été faits hier. Maintenant, là, nous sommes en train de faire les projets. Parce que quand on projette, on dit toujours d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2050. Donc, il y a des projets dans ce sens-là. Nous devons travailler pour que ces histoires arrivent. Et pour y arriver, il faut créer maintenant le climat qui peut permettre à ce que ces histoires-là arrivent. Vous comprenez? Comment on peut créer le climat? Comment on peut développer le pays au moment où vous avez l'agression à l'est de la République? Donc c'est l'agression qui vous empêche. Tout ce que vous avez comme argent, vous êtes obligé d'acheter des armes, vous êtes obligé d'aller assister les déplacés de guerre.
Vous comprenez un peu? Donc, avec ça, la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo, c'est uniquement pour empêcher la République démocratique du Congo de se développer. Maître, j'ai une question. C'est comme ça qu'il y a même certains projets, certains bâtiments, on commence la construction. L'argent qu'il faut financer pour terminer, cet argent est sollicité par l'armée. J'ai une question gentille pour vous, de maître. sacrifier tout pour la sécurité au lieu de construire le bâtiment. Ben, elle sera la dernière. Ouais. Une question très gentille pour vous, maître. Voilà. La guerre dans l'Est de la RDC, au lieu de faire ceci, l'argent part là-bas. Et ceux qui détournent l'argent, ceux qui sont plus exposés, il y a eu des tournements de 20 millions, il y a eu des tournements de 300 millions, il y a eu des tournements. Et ils n'ont pas conscience en place que dans l'Est de la RDC, il y a des tournements. Il y a insécurité. Là, je vais emprunter l'expression du président honoraire Joseph Kabila avant son départ. Il avait dit ceci, que j'ai tout fait, mais je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais. C'est là où il a échoué. Il n'a pas transformé l'homme congolais. Et le président Félix Vous aussi a comprenez? ses problèmes. Vous comprenez? Comme lui n'a pas réussi à transformer l'homme congolais, c'est-à-dire l'homme congolais est resté avec ses anciennes habitudes, des détournements, de l'égoïsme. Parce que quand quelqu'un détourne par exemple 50 millions de dollars, tu vas bouffer ça avec tes enfants dans combien de jours? Et tu sais combien de familles tu es en train de jeter sur la rue lorsque tu détournes de l'argent? Lorsque tu détournes l'argent. Aujourd'hui, si Joseph Kabila retourne au pouvoir, je vous dis qu'il y a certaines personnes qui ne viendront même pas solliciter une audience pour le rencontrer. Parce qu'il s'est rendu effectivement compte que c'était de véritables voleurs et de véritables détourneurs. Et tout ce qu'on lui ramenait comme des rapports, c'était faux. Parce qu'il s'est rendu compte que non. Comment moi j'ai fait 18 ans au pouvoir, 18 ans au pouvoir, je n'ai pas pu atteindre 10 milliards de dollars comme budget. Mais au moins le président Félix... Maintenant, celui-ci qui arrive, il fait moins de 10 ans, mais il atteint 10 milliards, aujourd'hui 20 milliards. Au-delà de 10 milliards d'ailleurs. Mais au moins, cette population-là... Vous comprenez? Et je vais vous dire aussi une chose, c'est que vous devez comprendre. Ok. Si Joseph Kasavubu revenait aujourd'hui, on lui donne le Congo pour gérer. Il ne gérera pas le Congo de la même façon qu'il avait géré en 1960. Ça, c'est exact. Parce qu'en 1960, il avait combien de Congolais qu'il gérait? Mon maréchal Mobutu a géré le Zaïre de 30 millions de Congolais, des Zaïrois. Mosé Laurent Désiré Kabila, malgré autant de personnes qu'il a tuées dans la guerre, il a géré un Congo de plus de 60 millions de Congolais. Mais Kabila au moins gérait les mêmes nombres de Congolais de ceux qu'il avait tués dans la guerre, Tingi, Kisangani, partout ailleurs. Joseph Kabila aussi arrive, il gère un Congo de moins de 100 millions d'habitants. Et vous gérez un Congo de combien d'habitants? Tshisekedi d'aujourd'hui gère un Congo de plus de 120 millions d'habitants. Est-ce qu'on va se distribuer les richesses du Congo de la même manière? Alors Tshisekedi n'avait pas prévu avant d'être le président de la République que c'est pour moi plus de 100 habitants, 100 millions d'habitants. Quand vous avez 5 enfants, vous n'achetez que 3 pains. Les 2 pains, c'est pour les enfants. Ils vont se partager et tout ça. Et le reste de pain, c'est pour papa et maman. Mais vous n'avez pas ajouté le pain, mais vous ajoutez encore un autre enfant. Qu'est-ce qui va arriver? On va soustraire dans la partie de ceux qui mangeaient quand même la moitié. Ils n'auront pas la moitié parce que l'autre partie doit partir chez leurs frères. Mais il a fallu d'abord interdire même aux Congolais de continuer de mettre au monde au lieu de laisser la gratuité. C'est-à-dire venez remplir encore le Congo qui est dans la souffrance. On ne peut pas finit, on est à la fin déjà. On ne peut pas empêcher aux Congolais d'avoir des enfants parce que le Congo ici, même quand vous allez dans notre hymne national, dit ceci, que nous peuplerons le Congo. Moi, ça, c'est le travail qui s'est fait. Nous peuplerons, là, ça s'est fait déjà. Oui, okay. Là, c'est mais assurer. Maintenant, nous assurerons ta grandeur. Aujourd'hui, nous assurons la grandeur de la République démocratique du Congo. Vous êtes sûr? Nous avons été élus membre au Conseil des droits de l'homme. Maître Dani, soyez sincère. Est-ce que vous êtes sûr que nous assurons la grandeur de la République? Mais nous assurons la grandeur de la République du Congo. Vous assurez la grandeur. Nous assurons la grandeur de la République démocratique du Congo. Lorsque nous avons organisé le jeu de la francophonie, nous n'avons pas assuré la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais quand vous parlez récemment, je vous ai parlé de Massissi, Bunagana et Lorsque nous avons été élus au Conseil de droits de l'homme, nous n'avons pas assuré la grandeur. Est-ce que le président Félix a été aussi voté à Massissi et Rutshuru Bunagana? Oui, il a été élu. Là où il a été élu.
Vous pouvez me dire, en 2018, on n'avait pas organisé les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En 2018. Donc les mêmes choses doivent continuer. Ce n'était même pas dû à la guerre et autres. Mais c'était à cause de cette histoire d'Ebola. Si c'est quoi là? Merci, donc c'est pour dire qu'il y a des contraintes qui peuvent faire à ce que dans certains coins on n'arrive pas. Et ce n'est pas pour dire qu'on n'a pas assuré la grandeur. Nous assurerons toujours la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais plus nous peuplerons. Et aujourd'hui, nous peuplerons. Ça, c'est vraiment la chose que les Congolais font. C'est comme ça qu'il y a même la gratuité de la maternité pour assurer, pour peupler le Congo. Merci beaucoup. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis disponible à tout moment lorsqu'il y a des questions des Congolais qui cherchent à approfondir la question sur la révision et le changement de la Constitution. Nous sommes disponibles pour venir répondre à toutes ces questions-là. Même pour un débat Même pour un débat, je suis tout à fait ouvert. Moi, j'ai commencé cette histoire de la révision de la Constitution il y a 2 ans. Pendant la période que les juristes appellent période non suspecte. C'est aujourd'hui que les gens se lèvent pour dire que non, voilà, changement, révision. Mais vous vous rappellerez d'ailleurs sur votre chaîne de télévision ici, j'ai parlé de la révision de la Constitution il y a 2 ans déjà. Donc, merci beaucoup. Il s'appelle Dani Chamala. Il était notre invité du jour. Nous avions parlé de la RDC et sa constitution. Où est les problèmes? Vous nous avez suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, même en dehors de la République démocratique du Congo, via notre chaîne YouTube Bakina Balobi. Merci à notre directeur général Paul Tossoua. Je vous donne le rendez-vous pour demain. Vendredi à 23h10 pour la rediffusion de cette émission. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis ou nous ont suivis en retard, c'est demain vendredi à 23h10. Sinon, en direct, vous allez nous retrouver le jeudi prochain à 13h30. Merci de nous avoir suivis. Ezekiel Moudikongo vous dit au revoir. On se retrouve à la prochaine. Alors avant de faire n'importe quoi, répands-toi, je suis fier en blaze. Répands-toi car le royaume dit c'est proche. Cesse de falsifier ta vie de beurre que tu ne pars en enfer. Répands-toi car le royaume dit c'est proche. Cesse de falsifier ta vie de peur que tu ne finisses en enfer. De peur que tu ne finisses en enfer. Sache la bouche, je t'ai dit. De peur que tu ne pars en enfer. De peur que tu ne finisses en enfer. De peur que tu ne pars en enfer. Arrête de faire n'importe quoi, il est temps de parler des repentir. Que si t'es gars, écoute-moi. Sois sage, et puis te suivre d'autres pour ne pas aller en enfer. Ça c'est vrai. Je dirais bien à bientôt, répands-toi. Répands-toi, je te jure. Je dirais bien très bientôt, répands-toi. Répands-toi, je te jure. Aïe. Répands-toi, répands-toi, repentance. Repentance.